Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 12e épisode de J'ai rendez-vous avec Bernard Marie, fondateur de l'Institut AGI, un institut de recherche par des praticiens, centres de formation et développeurs de l'outil Holacracy dans le monde. Le thème d'aujourd'hui fait suite à une tribune que tu as écrite, Bernard Marie, publiée dans Harvard Business Review sur le thème du self-management, où tu partages le constat qu'il n'y a pas de solution miracle pour y accéder. Cependant, tu nous partages 3 marches pour faciliter le chemin. Donc, nous allons voir ça tout de suite. Un mot pour commencer, Bernard-Marie? Oui, ravi d'être avec vous sur ce sujet qui est au cœur de nos travaux de recherche sur le self-management. Est-ce que c'est possible et quelles sont les pistes et les voies, les marqueurs, les étapes, les outils pour aller vers ce self-management qui reste une asymptote encore très lointaine. Alors, tout de suite, Bernard-Marie, pour commencer, peux-tu nous dire quelles sont, selon toi, ces 3 marches pour accéder au self-management? Oui, alors c'est pas les 3 marches. Je prétends pas que cette démarche soit exhaustive. C'est juste, j'ai écrit cette tribune pour euh, prendre un peu de recul par rapport à nos travaux de recherche et mettre en lumière trois gros jalons. Je ne prétends pas que ces 3 jalons soient exhaustifs, loin de là, mais ils me paraissent essentiels. C'est pour ça que je les ai mis en valeur dans cette tribune. Le premier jalon, c'est de l'ordre des croyances, des prérequis, on va dire, des prérequis pour aborder une transformation qui vise à ce que la plupart d'entre nous allions vers le self-management. Et donc là-dedans, on va retrouver plusieurs choses sous ce thème des prérequis. D'abord, la vraie raison d'être du changement. Ensuite, un nouveau modèle mental pour regarder ce que c'est qu'une organisation, une entreprise ou une institution. Et ensuite, aller travailler les croyances sous-jacentes qui pourraient freiner un programme de transformation. Et puis enfin, voir l'ensemble de la carte. C'est quoi l'amplitude d'une transformation? Holacracy, c'est un bout, mais il y a plein d'autres choses autour. Donc, ça s'inscrit dans un tout. Et donc, avoir la clarté sur ce tout. Ça, c'est la première marche. La seconde, c'est la question de la structure. Pendant longtemps, je vois que la plupart, d'ailleurs, aujourd'hui, des modèles de conduite du changement visent à travailler sur l'humain, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, et passe complètement aux oubliettes la chose essentielle qui est la création de nouveaux contextes et création de nouvelles structures de pouvoir. Comme je le dis toujours, il est temps de changer. D'ailleurs, c'est vraiment là, on est dans l'ADN des travaux et la création de la fondation de l'Institut AGI. C'est que rien ne sert de passer du temps de l'accompagnement de changement si on ne revisite pas le contexte dans lequel les êtres humains naviguent, comme dans la permaculture où finalement, ceux qui font de la permaculture savent très bien que le sujet, ce n'est pas de s'occuper des fruits et des légumes, ça c'est une conséquence. Le vrai sujet, le seul sujet, le sujet disons important et préliminaire, c'est de s'occuper de la terre, du terrain. Et plus la terre est saine, et plus les produits, les fruits et les légumes vont être magnifiques, ce qui fait sens. Et ben, au fond, puisque c'est comme ça que fonctionne le vivant, pourquoi ça ne fonctionnerait pas de la même manière dans les entreprises. Donc, c'est le deuxième sujet, la question de la structure qui crée la culture et qui crée un environnement favorable à la responsabilisation de tout à chacun. Et puis le troisième troisième marche que je voulais mettre en avant, c'est la question même si vous avez fait tous les prérequis du monde, même si vous avez créé un environnement, il y a une décision. L'être humain a sa souveraineté, il a son libre arbitre et il peut décider d'y aller ou de ne pas y aller. Il peut se sentir à l'aise pour prendre l'énergie, ce qu'on appelle nous l'énergie de la responsabilité ou pas. Et donc ce troisième sujet est un sujet à part entière qui est centré vraiment sur l'humain dans ce contexte-là. Voilà les 3 marches, donc les prérequis, la structure, le nouveau contexte qui permet d'empuissancer les personnes et de permettre à l'entreprise de s'adapter aussi vite que le changement. Et puis la troisième marche, c'est la question des personnes et qu'est-ce qui fait qu'une personne va aller vers le self-management ou ne va pas y aller et qu'est-ce qui fait qu'une personne qui décide de ne pas y aller ou qui n'a pas encore la compétence pour y aller risque d'y aller un jour, moyennant quel accompagnement. Et justement, du coup, quels sont, selon toi, les prérequis pour se lancer dans cette transformation? Alors, de la même manière que je vais reprendre une précaution oratoire que je sente en sécurité de m'exprimer, je ne prétends pas, donc je vais vous lister au moins trois prérequis qui me paraissent essentiels et je ne prétends pas que la liste est exhaustive, hein. Vous allez me dire, je suis un adepte du 3, mais bon, ça sonne bien. Le premier prérequis, il n'y a pas d'ordre dans ce que je vais dire,
c'est d'abord la raison, ce que j'appelle la raison d'être du changement, la raison d'être tripale du changement. Je suis frappé de voir avec les dirigeants que je peux rencontrer qu'il y en a qui lancent une transformation sans se poser la question de pourquoi ils lancent une transformation, pourquoi pas rester comme avant. Et du coup, c'est vrai, c'est vraiment étonnant et du coup, ça ne peut pas marcher dans la durée si on veut aller vers des transformations un petit peu conséquentes, un petit peu lourdes. En fait, on a vraiment besoin, je pense que c'est le prérequis number one, ce que je fais tout de suite avec les dirigeants qui m'appellent. Mais pourquoi tu veux changer? C'est quoi là? Alors, en général, il me sort une première réponse qui est très intellectuelle, parce qu'il faut s'adapter, parce qu'il faut faire du participatif, parce que si, parce que ça, je vais laisser le fait manager. Mais ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas la finalité. Donc, je l'invite à creuser, en fait, ça ne dure pas très, très longtemps, mais à lui poser des questions, mais pourquoi tu veux ça? Et au bout de 5 pourquoi, pour ceux qui connaissent l'outil, vous arrivez au fond. Au fond, c'est-à-dire quelle est la raison d'être tripale qui fait que ce dirigeant-là, cette source-là de l'entreprise, a vraiment envie de changer. Parce que si on n'arrive pas à une raison d'être tripale, alors on ne va pas atteindre une énergie suffisante pour engager dans la durée ce type de transformation. Et on ne pourra pas embarquer les personnes parce que les personnes, pour leur faire plein de discours intellectuels, eh bien, ce n'est pas ça qui les fait bouger. Par contre, si vous parlez vrai à partir des tripes, oui, là, vous allez embarquer tout le monde. Donc ça, c'est vraiment le premier gros sujet. Après, le deuxième sujet, c'est de se dire, c'est quoi une transformation? Parce que tout le monde utilise ce mot-là, mais de quoi on parle? Et en fait, là, c'est important de bien comprendre qu'il y a trois systèmes en jeu. Et il y a une carte, en fait, avec trois systèmes. Il y a la question de l'individu, donc il y a des individus qui sont impliqués, parce que, évidemment, s'il y a transformation, probablement que les comportements de chaque individu vont avoir à changer. Donc ça, c'est un système en tant que tel, comment est-ce qu'on l'aborde, avec la partie visible et la partie invisible. Si l'individu est bloqué par des croyances, comment on aborde ça? Parce que tant qu'on n'aura pas débloqué ses croyances, vous savez comme moi que l'invisible est toujours plus puissant que le visible. Et puis ensuite, vous avez le deuxième système qui est ce que beaucoup appellent le nous, le collectif, le corps social, l'ensemble des acteurs de l'entreprise, personnes physiques, qui constituent un corps social. Et ce corps social, pareil, il a des choses explicites, des rituels qui vont changer probablement. Et il a aussi des choses invisibles, comme les croyances collectives, dont on parlera juste après parce que ça mérite un petit focus. Alors ça, c'est le deuxième système. Donc, il y a le je, le nous, et beaucoup de coachs, de patrons s'arrêtent à ces deux systèmes. Et du coup, évidemment, c'est très limitant parce qu'il y en a un troisième. Et le troisième système, c'est l'entreprise elle-même. C'est l'entreprise elle-même vue comme un organisme vivant doté de sa propre identité qui ne fait pas partie de l'espèce humaine. Bon, il n'y a pas de scoop, vous savez comme moi qu'il n'y a pas que des êtres humains sur Terre et qu'à chaque fois qu'on dit « je veux tout centrer sur l'humain », ce qui est le discours habituel des dirigeants, eh bien, c'est un gros risque qu'ils prennent. Parce qu'en fait, ce n'est pas en centrant tout sur l'humain qu'on va traiter encore mieux l'humain. Il faut se décaler et considérer qu'en fait, il n'y a pas que les humains dans les entreprises, il y a d'abord et avant tout une entreprise. Parce que s'il n'y avait pas d'entreprise, cette personne morale, au niveau juridique, il y a une personne morale, et bien, s'il n'y avait pas cette entreprise, il n'y aurait rien du tout. Ça ne veut pas dire qu'elle existe toute seule. Bien sûr qu'il y a les individus, en tant qu'individu, le jeu, bien sûr qu'il y a un collectif. Mais il y en a trois. Là où la plupart des gens en voient deux, il y en a trois. Et donc, c'est important de clarifier ce troisième système. Et d'ailleurs, la raison d'être d'une entreprise, c'est juste l'identité de l'entreprise, de cet organisme vivant, doté donc de sa propre identité qui ne fait pas partie de l'espèce humaine. Et ce n'est pas la première fois, enfin, ce n'est pas un scoop, tout fonctionne comme ça dans la vie. Les systèmes vivants, il y a une forme de collaboration intelligente à mettre en œuvre entre des humains, individuels et collectifs, et puis un organisme vivant qui est l'entreprise. Voilà, ça c'est le deuxième gros sujet et qui est important parce que ça veut dire qu'il faut qu'on s'intéresse à l'organisme vivant, à cette organisation. Ça veut dire qu'il faut qu'on rende explicite, si on dit que c'est un être vivant, il faut qu'on puisse rendre explicite son code ADN. Pourquoi? Parce que si on ne le rend pas explicite, on ne va pas pouvoir travailler sur la matière. Le rendant explicite, on va pouvoir ensuite le faire évoluer. Il va y avoir une fonction fitness. En biologie, on parle de fonction fitness, c'est-à-dire les choses qui vont venir soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, qui vont nécessiter des énergies, qui vont nécessiter, on appelle ça des tensions dans la pratique, des tensions organisationnelles. Je ne parle pas de tensions personnelles ou interpersonnelles. Ces tensions organisationnelles vont être des signes et avec de l'énergie pour permettre à ce code ADN, non pas de se reproduire tel quel, mais d'être altéré, que ce code ADN de l'entreprise soit altéré pour que l'entreprise, son corps,
il y a un corps de l'entreprise, on en parlera sûrement après à travers sa structure, rôle et cercle, cette entreprise va pouvoir s'ajuster, le corps de l'entreprise va pouvoir évoluer au gré de l'ensemble de cette fonction fitness, de ces tensions ressenties par l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise pour, de façon permanente, être dans ce que Elliot Jack appelle la structure requise. Voilà. Et puis le dernier pour moi, enfin le dernier, c'est encore une fois, c'est le troisième, on va dire, prérequis qui me paraît essentiel. Et puis dans un an, je vous dirais qu'il y en a un quatrième, bien sûr, mais j'en suis que là aujourd'hui. C'est un travail profond sur les croyances. Je suis frappé de voir que beaucoup d'entreprises, de dirigeants se lancent dans des transformations sans faire un travail préalable sur les croyances. Et quand vous avez, par exemple, que des cas concrets que j'ai rencontrés dans une entreprise, un dirigeant ou un fondateur qui a comme croyance qu'on ne peut pas faire confiance aux êtres humains, par exemple, je vais en prendre d'autres exemples, hein, eh bien, c'est sûr qu'il a engrammé, il n'est pas rien, il est la source, il est le fondateur de l'entreprise, il a engrammé ça. Et cette croyance, en fait, le corps collectif, le nous, l'a fait sienne. Et c'est sûr que si vous avez engrammé cette croyance, eh bien, ce n'est même pas la peine d'aller vers une transformation qui vise le self-management parce que tous les efforts que vous allez faire, que ce soit en coaching ou en formation, vont aller à l'encontre d'un courant continu. Ça va être une nage à contre-courant parce qu'il y a un courant continu bien plus fort qui est basé sur cette croyance on ne peut pas faire confiance aux êtres humains. Et donc, vous allez ramer à contre-courant et la probabilité que vos formations et vos coachings naviguent à contre-courant et permettent d'avancer à contre-courant est voisine de zéro. Donc, c'est du bon sens. Il y en a d'autres. Hein. Souvent, il y a beaucoup d'entreprises qui pensent que chez eux, il faut être gentil. On est gentil. Les gens sont gentils. Dans cette entreprise X, les gens sont gentils. Et c'est une croyance limitante parce que le mot gentil, il est connoté, évidemment. Et ce qui est sous-jacent à cette croyance, c'est que les gens ne disent pas les choses par peur d'être méchants, par peur d'être orthogonaux à la doxa, à la croyance générale, de ne pas être dans les petits papiers de la direction, etc. etc., etc. Mais c'est évident que si cette croyance empêche les gens de dire les choses telles qu'elles sont, ben, il n'y aura aucun challenge. Et s'il n'y a aucun challenge, il n'y aura aucune progression et l'organisation va mourir pas à pas. Et puis, bon, il y a bien d'autres croyances limitantes, comme par exemple, le manager, c'est un méchant et il ne veut pas lâcher le pouvoir. Alors, c'est sûr que tant que vous avez cette croyance limitante, ça ne va pas le faire. Et il y en a plein d'autres comme ça. Donc, la troisième prérequis, pour moi, c'est un travail en profondeur, ce qu'on fait nous systématiquement, avec les entreprises sur, au fond, quelles sont les croyances sous-jacentes implicites que vous avez et parmi celles-ci, lesquelles risquent d'aller à l'encontre de ce que vous visez. Parce qu'il faut commencer par là. Sinon, il faut remettre le courant dans le bon sens. Sinon, ça ne fait pas de sens de nager à contre-courant. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais pour moi, ça ne marche pas. Voilà pour survoler rapidement les choses. Merci. Et, du coup, une série de 3 questions ensemble, peut-être. Est-ce que ce management s'adresse plutôt à- pardon. Ce management, en fait, s'adresse plutôt à quel type d'équipe? Et est-ce qu'il est applicable au sein de l'administration? Et quels sont les objectifs de ce type de management? OK. Alors, du coup, merci d'avoir mis les 3 questions. Ça, je suppose que c'est des questions d'auditeurs. Du coup, comment répondre à cette question? La première question, ce management s'adresse plutôt à quel type d'équipe? J'ai du mal à accrocher à cette question parce que pour moi, la notion d'équipe est directement liée à la notion de manager. Ne dit-on pas dans le modèle conventionnel, ne dit-on pas que chaque manager doit se constituer une équipe, etc., solidaire, etc. Du coup, je vais la ramener à la question du management et peut-être faire c'est bien que tu les as regroupés parce que. Mais d'abord, je vais traiter la deuxième. Est-il applicable au sein de l'administration? Une administration, c'est une organisation. Il n'y a pas de différence pour moi entre une entreprise commerciale, une administration, une association loi 1901. Il n'y a pas de différence en termes d'organisation. Bien sûr qu'il y a des différences, je ne suis pas naïf. Et d'ailleurs, j'ai travaillé au sein de l'administration et j'ai même mis en place la CRACI dans des administrations. Je pense par exemple au syndicat intercommunal des eaux usées de Valenciennes, qui est une administration. Donc, je connais bien la problématique et la différenciation avec la notion d'élu, effectivement, qui fait que, mais de la même manière que dans une association 1901, il n'y a pas d'élu, mais il y a la notion d'adhérent, d'assemblée générale, etc., et conseil d'administration, et que dans le système d'entreprise, il peut y avoir plusieurs formes juridiques. Donc, en fait, moi, je me centre sur l'organisation, quelle que soit sa forme juridique ou réglementaire. Donc, qu'il y ait des élus ou pas d'élus,
Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir ça parce que mon expérience à la matière, que ce soit dans le monde associatif ou dans le monde des administrations ou des collectivités, c'est qu'effectivement, la première chose à faire, si on veut avoir une chance, parce que de faire fonctionner les choses, c'est de bien distinguer, de rendre étanche la question des élus qui gèrent un programme et qui embarquent vers un changement, une transformation, et la question de la machine. Et je vois bien, on pourrait prendre, dans l'actualité, on pourrait prendre les hôpitaux, par exemple, sujet que j'ai un peu creusé pour être en contact avec certains, mais d'autres systèmes. En fait, une fois, et c'est pareil dans le monde associatif, très souvent dans le monde associatif, il n'y a pas une frontière étanche entre ce qu'ils appellent le conseil d'administration et puis les agents, enfin ceux qui travaillent opérationnellement, les actifs, les salariés, quoi, qui ne sont pas forcément tous salariés. Et du coup, parce que je suis membre du conseil d'administration, je me permets d'intervenir. Comme je suis élu, j'ai vu ça dans plein de mairies, de communautés de communes, comme je suis élu, je me permets d'ingérer et d'aller voir les agents administratifs. Bon, ça, quel que soit le système, mais c'est vrai dans l'administration, c'est vrai dans les associations et c'est vrai aussi dans les entreprises commerciales, il n'y a pas de différence. Si vous ne mettez pas de frontières, savoir que le conseil d'administration, les élus font leur job et on définit bien quel est leur job et quelle limite leur job pour que la machine administrative, si on parle des administrations ou les agents, ou pour que les opérationnels ou le bureau et les opérationnels, en fonction des formes juridiques et réglementaires, puissent travailler sereinement. Ça, c'est clair. Donc, une fois qu'on a posé ça, et vraiment Holacracy se base là-dessus, une fois qu'on a posé ça, il n'y a aucune différence entre un système, une machine administrative de type hôpital, une machine administrative de type mairie ou autre, et puis une entreprise commerciale ou une association, une fois qu'on a posé ce que je viens de dire. Après, sur la question des équipes et du management, en fait, effectivement, et j'aime bien la dernière question qui est, tu as posé, c'est quels sont les objectifs de ce type de management. Ça pose d'abord la question, avant de poser les objectifs, c'est quoi le management? C'est la première question à se poser. C'est quoi le management? Comment est-ce qu'on pourrait aller vers le self-management si on ne se pose pas la question en préalable, c'est quoi le management? Et là, c'est intéressant parce que ce n'est pas défini, ce truc-là. Ce n'est pas défini de manière sérieuse. Et celui qui vous parle, il a été manager pendant 20 ans. Donc, c'est une matière que je connais vraiment bien. Non, il n'y a pas de corpus un peu sérieux, il n'y a pas de discipline sérieuse sur ce qu'est le management. Et du coup, chacun fait comme il peut le faire. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu faire. Je me suis débrouillé pour avoir des belles performances et avoir une super équipe autour de moi. Mes attendus n'étaient pas clairs, etc., etc. Bon, je ne vais pas aller là-dessus parce que ce n'est pas le sujet, mais du coup, ça pose la question de quel est le management et quelles sont les fonctions managériales. Et les rendre explicites, c'est-à-dire de décrire quels sont les attendus managériaux. Et pour revenir, et du coup, après, on peut se poser à la question des objectifs de ce type de management. Mais pour aller vers le self-management, la première chose, c'est de définir les fonctions managériales de façon explicite, à travers ce qu'on appelle des redevabilités, donc des attendus explicites. Déjà, les managers, quand je dis ça, ils sont soulagés parce que quand tu es manager, tu ne sais jamais ce qui est vraiment attendu de toi. C'est d'une implicite incroyable. Et puis ensuite, si l'entreprise veut aller vers le self-management, eh bien, c'est plus facile parce que du coup, tu peux commencer à distribuer des fonctions managériales. Sinon, ce n'est juste pas possible. Qu'est-ce que tu vas distribuer puisque en premier lieu, ce n'est pas défini. Et donc, pour les entreprises qui veulent aller vers le self-management en s'appuyant sur un modèle constitutionnel de type holacratie, eh bien, on peut dire qu'il y a un changement. Il y a un changement d'identité du manager. Et qu'effectivement, ce qui est attendu du manager, c'est de devenir à la fois un créateur de valeur plurielle. Hein. Quand j'utilise le mot valeur, c'est toujours pluriel, ce n'est pas que l'argent. Un créateur de valeur plurielle, donc créer de la valeur, et puis créer des leaders. En fait, on se rend compte, nos travaux, c'est un sujet très profond, là je vais essayer de ne pas aller trop loin, parce que sinon on va faire tomber les critères de temps là. On s'est rendu compte, bon, ça fait 130 organisations qu'on accompagne, donc on commence un peu à connaître, je ne dis pas qu'on connaît tout, mais on commence un peu à connaître, ça fait 12 ans qu'on s'y colle, et on fait que ça. On s'est rendu compte dans la pratique, hein, donc c'est absolument pas théorique ce que je veux dire, que le self-management nécessite davantage de management, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. L'hypothèse, c'est de dire on peut se passer de management, donc que nenni, ce n'est pas possible. Mais c'est une autre forme de management. Et du coup, ça pose la question de c'est quoi le nouveau management et quels sont ses objectifs, effectivement. Et en particulier, la nécessité, il y a plein de choses à dire, mais là, je vais focaliser sur les équipes. Ça suppose que le manager soit en capacité d'accompagner les membres de son équipe vers le self-management. Et ça, ce n'est pas gagné, parce que la plupart des gens ne veulent pas aller vers le self-management. Ils ne vont pas forcément le dire, surtout si le dirigeant insiste maximum, parce qu'il ne veut pas prendre le risque de se mettre en porte-à-faux par rapport à la pensée du dirigeant qui est souvent
une pensée unique. Ça ne serait pas politiquement correct, hein, donc ça, c'est encore un autre sujet à traiter, parce que tant qu'on est là-dedans, effectivement, ça ne va pas être très créateur de richesse et de valeur. Du coup, c'est ça, la capacité d'un manager d'accompagner quelqu'un vers le self-management en respectant son propre rythme, parce qu'il y en a qui ne veulent pas, tout simplement, c'est la grande majorité, dès qu'ils sont dès qu'ils peuvent l'exprimer de façon sincère, hein, donc ça suppose parfois un petit cadre pour le dire. Et du coup, ça veut dire que concrètement, le manager empathique, hein, il y a trois, c'est affreux ce que je vais dire, mais en gros, il y a trois grands managers. Il y a le manager empathique, il y a le manager expert, puis il y a le manager entrepreneur. Alors, si je prends le manager empathique, vous savez, c'est ce manager qui a une forte sensibilité humaine. Il prend soin de ses collaborateurs et de leurs besoins, parfois même avant qu'ils ne les expriment. Il est ce leader de suiveur. Alors, celui-là, il est mal, il est très mal, là, parce que son identité, elle doit changer radicalement, parce qu'il va à contre-courant de ce qu'on voudrait. On ne peut pas vouloir responsabiliser les gens et en même temps continuer à leur donner du poisson en permanence, avant même qu'ils le réclament, avant même qu'ils disent qu'ils aient faim. Donc, c'est facile à comprendre. Il y en a beaucoup de managers empathiques parce que ça a de la valeur. Ça avait de la valeur dans un certain système. Si vous changez le système, effectivement. Et là, donc, il y a besoin de les accompagner pour qu'ils acceptent de changer d'identité, parce que tant qu'ils n'acceptent même pas l'idée de changer d'identité, c'est même pas la peine d'y aller, ça va pas le faire. C'est évident. Après, il y a le manager expert. Bon, là, c'est facile. C'est l'expert qui a très bien réussi dans son domaine d'expertise et à qui on a confié du management. Il y en a un paquet. Ils ne sont absolument pas compétents en management, non pas parce qu'ils n'ont pas la compétence pour le faire, mais ils n'ont vraiment pas envie de le faire. Ce n'est pas leur truc. Là, c'est beaucoup plus facile parce que du coup, c'est clair. Ils sortent du registre de ce qu'on appelle le management ou leader de cercle en termes holacratiques. Et puis, il y a le manager, vous savez, que j'appelle le manager entrepreneur. C'est celui qui parle tout le temps de créer sa boîte. Il rêve et il en parle toujours à la machine à café. J'ai toujours voulu rêver mon entreprise. Puis, il ne le fait pas. Arrive les 40 ans, enfin, je ne sais pas si c'est 40 ans la barrière, mais et puis du coup, il ne le fera jamais. C'est à peu près garanti sur facture. Alors celui-là, il est nourri parce qu'en fait, on va lui offrir la possibilité de créer, on va lui offrir la possibilité de piloter sa propre entreprise. Et là, j'apporte un nouvel objectif du management qui est de la création de valeur. Et du coup, dans une entreprise, ce qu'on appelle les différents services, eh bien, chaque service, s'il existe, il doit, enfin en tout cas le modèle mental que nous on préconise dans cette approche transformative, c'est chaque chef de service ou chaque leader de cercle ou chaque cercle eh bien, est une mini-entreprise. On voit l'entreprise comme un écosystème. Donc j'ai dit tout à l'heure que l'entreprise était vue comme un organisme vivant. Si c'est un organisme vivant, c'est un écosystème. Je ne parle pas des personnes, on est d'accord. C'est un écosystème. Et un écosystème, c'est des cellules, c'est des atomes dans des cellules, dans des organes, etc. Mais c'est pareil dans une entreprise. On parle de rôle et de cercle, mais c'est la même chose. Et donc, chacun, à la fois en tant que rôle ou en tant que cercle, donc ex-service, est une mini-entreprise créatrice de valeur. Et donc, le manager entrepreneur, il va pouvoir effectivement se positionner, parce que c'est ce qu'on attend de lui, en tant que leader de cercle, ex-leader de service, maintenant leader de cercle, comme un entrepreneur créateur de valeur. Sauf que c'est dans la frontière juridique d'une entreprise, on s'en fiche. Ça intéresse les actionnaires, ou ça intéresse les élus, etc., mais ça n'intéresse pas les gens qui bossent tous les jours. Donc, en fait, à chaque fois que vous êtes détenteur d'un rôle, à chaque fois que vous tenez un cercle, vous êtes leader d'un cercle, vous êtes un patron de rôle ou un patron de cercle. Et donc, le manager entrepreneur qui fantasmait de créer son entreprise, il n'a plus besoin de la créer en dehors de la membrane juridique. Il va pouvoir prendre cette posture d'entrepreneur, c'est ce qu'on attend, c'est ça le self-management, cette posture d'entrepreneur, bien sûr dans son rôle, mais aussi pour un cercle, qui est un rôle dans lequel il y a des rôles, une équipe. Donc voilà, je pense avoir répondu à la question, quels sont les objectifs de ce style de management? C'est création de valeur plurielle et création de leaders créateurs de valeur. Merci beaucoup, Bernard-Marie. Alors, un peu plus touchy pour la prochaine question, comme il ne nous reste plus que 6 minutes. Mais du coup, est-ce que tu aurais une idée du temps que peut prendre la mise en place de chaque marche et quel accompagnement est possible pour avancer sur la mise en route du changement? En 6 minutes. En fait, je vais répondre en fonction du timing. Je pense qu'une clé, c'est de ne pas répondre à la question. Et ce n'est pas une pirouette, c'est juste que j'ai constaté qu'il était urgent de ralentir si on veut aller vite. La transformation, c'est un processus exponentiel. Donc, ça démarre moins vite que le linéaire. Et puis ensuite, ça s'accélère si sa mayonnaise prend. Il faut comprendre que la transformation, c'est la comprendre, elle ne peut être portée que par l'ensemble des collaborateurs. Et donc, en tout cas, si la direction va trop vite, ils vont embarquer personne et puis ça ne va pas le faire.
Et donc, il faut accepter d'aller lentement. Et vraiment lentement. Sinon, on fait sans les gens. Et si on fait sans les gens, et pour faire trois règles que j'ai fait bien, faire pour les gens sans les gens, c'est faire contre les gens. C'est tellement vrai. Du coup, il n'y a pas vraiment de. Je vais quand même répondre à la question, mais il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas de, comment on dit, de benchmark, il n'y a pas de point de repère là-dessus. Je pense qu'il y a toute une phase de digestion au départ, de préparation entre un dirigeant qui veut lancer sa transformation, qui commence à en parler, qui commence à identifier la raison tripale pour laquelle il veut changer, qui commence à embarquer son management, qui est essentiel. Ça peut prendre plus ou moins de temps parce que c'est un temps de conscientisation. Et c'est difficile souvent dans les entreprises ou les institutions ou les associations parce que on est au four et au moulin, on est dans la seringue de la pression opérationnelle, etc., etc. Donc, organiser le fait que les gens puissent mettre un peu de bande passante à la réflexion et poser des questions, répondre aux questions, jusqu'à va générer d'autres questions. Donc, tout ce processus de gestation, il peut être très long. Je connais des entreprises qui ont mis 3 ans dans ce processus-là. Et puis, et d'autres moins. Et à partir de ce moment-là, et ça prépare le terrain. Et ce que j'ai dit avec le management, c'est aussi vrai avec les collaborateurs. Ça prépare le terrain. Il faut nourrir le terrain. Mon image de la permaculture, elle est vraiment… Il y a des plantes, je pense le bambou, par exemple, dont j'ai appris qu'il fallait 7 ans pour qu'il pousse. Puis après, boum, ça va très, très vite. Je pense que c'est une bonne métaphore. Bon, c'est pareil. C'est pareil. Il y a une culture. Et en plus, avec les prérequis que je vous ai expliqués, il y a beaucoup de choses à travailler. Il y a de nouveaux concepts, de nouveaux modèles mentaux. Il y a des croyances à déterrer ou à rendre explicites. Il y a beaucoup de travail, de préparation du terrain. Après, effectivement, ça peut aller un peu plus vite. Une fois que le management est d'équerre et sait où il veut aller et que les collaborateurs ont embarqué et se sont forgés leur propre opinion et que globalement, vous arrivez à plus de 80% de gens qui veulent vraiment y aller, à ce moment-là, légitimement, vous pouvez commencer à appuyer sur le bouton. Mais le bouton, ça ne veut pas dire tout de suite lancer les choses, ça veut dire encore les préparer avec ce qu'on appelle l'encodage, c'est-à-dire de définir ce que j'ai expliqué tout à l'heure, rendre explicite le code ADN, et là je vais faire le lien avec tout ce que j'ai dit, rendre explicite les rôles de l'organisation, rendre explicite les cercles avant de pouvoir utiliser ce nouveau moteur que vous venez d'induire. Après, une fois que l'encodage est fait, ce n'est pas très très long, hein, l'encodage, ça peut varier, c'est quelques semaines. Ça peut être 2 semaines dans une entreprise de 60 personnes, comme ça peut être 1 mois et demi dans une entreprise de 120. Et du coup, et ça, ce n'est pas linéaire non plus. Hein, donc, c'est 600, on a aussi fait pour 600 personnes, ce n'est pas linéaire. C'est plutôt logarithmique en l'occurrence. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous êtes prêt. On fait un petit kick-off quand même, pour marquer le coup symboliquement, dire voilà, maintenant, on joue à ça, et puis on lance. Et après, ce n'est pas parce que vous avez lancé que c'est fait. Donc, ensuite, il y a tout un processus qui peut durer des années. Je pense à une entreprise qu'on a accompagnée en 2014. On en parlait la dernière fois. Ils disent qu'il faut 10 ans. Donc, ils n'y sont pas encore. Et puis, à mon avis, quand on va arriver à 2024, ils vont me dire qu'il faut encore un peu de temps. Donc, c'est un processus qui est long, évidemment, parce qu'il le remet en cause et remet en cause tellement de modèles mentaux et surtout, il revoit tellement de comportements qu'il faut du temps. Il n'y a rien de plus difficile pour les êtres humains que de changer de comportement, même si j'ai envie de changer de comportement. Ça, on le sait. Donc, voilà, pour répondre rapidement à la question. Oh, top. Ben, merci beaucoup, Bernard-Marie. Il est 58, du coup, cette fois-ci, on fait un clôture en quelques mots pour toi? On peut profiter peut-être des 2 Oui, minutes. Oui, très bien. Merci. j'ai parlé tout à l'heure de l'énergie et de la responsabilité, on n'a pas développé. Oui, bah, Dis-moi, quelle est ta prochaine mais question? du coup, comment mettre en place une structure explicite dans l'organisation sans que ça crée de chaos, en fait, justement? Est-ce qu'il n'y a pas un risque à donner trop de permissions aux collaborateurs d'entreprise quand il n'y a plus de cadre? Oui, bah, du coup, ça, bien sûr, comment mettre en place une structure explicite, je crois que j'en ai parlé un peu là, sans créer de chaos. Si vous ne voulez pas de créer de chaos, il faut juste respecter les horloges biologiques des uns et des autres. C'est simple, c'est la loi du vivant. Si vous savez comment fonctionne la vie, et normalement, tout le monde le sait, en tout cas en dehors de l'entreprise, c'est vrai que dans l'entreprise, c'est moins évident, c'est pareil. Donc, si vous mettez trop rapidement des collaborateurs en posture d'être patron de leur rôle, vous allez les stresser. C'est facile à comprendre. Avant, ils étaient un peu planqués derrière leur manager. Et maintenant, si qu'un système comme Holacracy, ils vont plus être vraiment, aux yeux de tous, ils vont être responsables d'eux, ça les stresse. Et si ça les stresse, c'est pas bon pour eux. Mais si c'est pas bon pour eux, c'est aussi pas bon pour l'entreprise. Et l'entreprise, on l'a vu très souvent, perd en performance.
Donc, je pense que c'est ça le risque. Ce n'est pas la question de donner trop de permission. Le risque, c'est d'ajuster en fait la progression de prise d'énergie de responsabilité, la progression de délégation d'autorité et de responsabilité en fonction de la maturité de la personne. Et c'est là où intervient ce que je disais tout à l'heure. L'objectif essentiel du management, c'est de pouvoir accompagner la personne vers ça. Ce qu'on attendait déjà du management conventionnel, j'ai bien conscience que quand je dis ça, certains pourraient me dire, ouais, c'est ce qu'on a toujours fait. Ouais, enfin, sauf qu'à l'époque, tu n'avais aucun outil pour le faire, soyons sérieux. Et celui qui vous parle, il en a fait 20 ans de management et dirigeant de grosses entreprises. Non, on n'avait pas d'outils sérieux pour le faire sérieusement. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à aller voir dans ces entreprises conventionnelles pour se rendre compte qu'on est loin de tout ce que je raconte. Donc c'est ça. Et donc, ça nécessite des outils. Et Holacracy apporte ces outils. Et pas que. J'ai bien pris le soin au départ de montrer les 6 territoires, individus, nous et entreprises, avec visible et invisible, 2 x 3, 6, donc 6 territoires. Holacracy ne couvre que la partie entreprise, structure de l'entreprise, donc en haut à droite, donc un territoire sur les 6. Donc, je suis bien dans cet esprit-là. Et donc, il y a besoin effectivement d'accompagner les personnes et en même temps, dans l'accompagnement des personnes, on le sait bien, si vous voulez augmenter la puissance, empuissancer, pas empowerer, parce que ça ne marche pas, ça n'a jamais marché ce truc-là par définition. Si vous voulez empuissancer, c'est-à-dire que les personnes prennent plus de puissance, ça ne peut ne venir que d'elles et non pas du management, sinon ce n'est pas de l'empuissancement, c'est évident. Et ça passe par l'environnement, et j'arrive. Et cet empuissancement passe par la règle des 3 P qu'on connaît bien, en tout cas dans le monde de la RH et du coaching, qui est, si tu veux que les personnes libèrent de la puissance, augmentent leur puissance, ça passe par des permissions explicites, premier P, des protections explicites, deuxième P, qui te donne le 3e P, puissance. Merci beaucoup Bernard-Marie pour cette réponse. Merci à tous pour votre participation et vos questions. Sachez que nous organisons régulièrement ces rendez-vous qui ont lieu tous les premiers jeudis du mois. Vous aurez toutes les informations dans l'email qui va suivre. Merci Bernard-Marie, je te propose de conclure ce rendez-vous en quelques mots. Oui, c'était vraiment chouette et en même temps très frustrant pour moi parce que j'aurais bien voulu parler de plein d'autres choses, mais c'est la règle. Merci à tous. Merci et au plaisir.